Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la... On va passer à la présentation des répercussions des 10 avec Jocelyne, qui va vous expliquer schématiquement et simplement, si on peut le faire, quelles sont ces répercussions. Alors, je vais d'abord vous faire un petit test, parce que là, à cette heure-ci, on commence un petit peu à s'endormir. Je sens qu'il y a un petit peu d'humour dans la salle. Donc, je vous mets 2 lignes. Vous allez lire tranquillement les 2 lignes. Je peux vous écouter, allez-y, allez, vous pouvez parler tout fort. Alors, c'est vraiment mou, hein? Ouais, bon, vous arrivez quand même à lire les lignes sans problème, sans difficulté, avec beaucoup de fluidité. D'accord? Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ces 2 lignes? Voilà, le B ressemble au 13. Alors vous, ça ne vous a posé aucune difficulté, parce que le B, vous l'avez bien vu qu'il était dans une ligne de lettres, et le 13 était dans une ligne de chiffres. Donc, logiquement, vous avez lu fluide, vous avez automatisé, et votre pensée était fluide. La personne 10, elle n'automatise pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va buter sur le B, elle va buter sur le 13, parce qu'il va falloir qu'elle réfléchisse. Est-ce que c'est bien un B? Est-ce que c'est bien un 13? Elle n'a pas d'automatisation. La fluidité de pensée est plus longue. Donc, aussi, beaucoup de fatigabilité. Parce que quand on a fait ça toute la journée, le soir, on est fatigué. Alors, un autre petit test. Alors, avec votre pied, vous faites des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec votre main, vous levez votre main et vous essayez de faire un 6 en partant par le haut. D'accord? Et alors? J'aimerais bien savoir si quelqu'un y arrive. Comment ça, 1 sur 2? C'est déjà pas mal, ça. Je suis pas sûre. Voilà, c'est aussi un petit test pour vous montrer que votre cerveau ne fait pas toujours ce que vous voulez. D'accord? Donc, lorsqu'une personne a un trouble 10, il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait faire comme les autres, mais elle ne peut pas. Donc, elle va passer par d'autres chemins de contournement, mais elle ne peut pas. Donc, votre cerveau est une machine infernale, et parfois, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Là, vous étiez dans la situation d'un 10 qui aimerait bien faire, mais qui ne peut pas. Voilà, donc tout ça pour vous parler du... Ah oui, il y a une petite lecture, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Un autre test, allez, un 3e. Je vous mets un texte, vous allez le lire. C'est un texte qui est du niveau de CM1. Vous lisez le texte et je vous demande de répondre à la question, s'il vous plaît. Et puis je vous aimerais bien que vous répondiez rapidement, parce que c'est chronométré, on a 5-10 minutes pour le faire, et on se dépêche. Je vous mets pas la pression, je vous mets pas le stress, je vous parle pas en même temps, je vous énerve. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Mais vous auriez déjà dû répondre. Alors? Vous n'avez pas répondu à la question. Bon, allez, on arrête la torture. Je vous mets le texte. Voilà, c'est aussi la situation d'un 10. C'est compliqué. Compliqué pour lire, parce que fluidité n'existe pas, automatisation, certainement pas. Donc il va réfléchir beaucoup, il y met beaucoup d'énergie pour arriver à lire ce texte. Donc il y a une question, effectivement, une toute petite question toute simple, mais lui, il y passe beaucoup d'énergie, parce qu'il n'automatise pas. Voilà, c'était juste un petit peu pour vous mettre dans la situation d'un 10. Maintenant, on va voir de façon un petit peu sérieuse ce qu'il en est au niveau des répercussions. Alors, vous savez que le cerveau, c'est un engin formidable. Il représente 2% de notre poids et pourtant, il consomme 20 à 30% de notre énergie. Il est constitué d'environ 100 milliards de neurones et chaque neurone est capable d'établir 10 millions de connexions. Donc, ça fait un nombre de connexions potentielles qui est de 1 million de milliards. C'est énorme. En plus, ces connexions ne sont pas fixes. Elles bougent, elles se font, elles se défont, sans arrêt. Donc je vous laisse imaginer le nombre de connexions qui s'est passé depuis le temps que je vous parle, sans vous parler depuis ce matin ou même depuis une année. Voilà, les nombreuses régions du cerveau sont reliées entre elles par environ 160 000 kilomètres de fibres, je crois qu'on appelle ça, de la matière blanche. Ça représente 4 fois le tour de la France. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un engin énorme. C'est un système électrique, chimique, magnétique, c'est un système extraordinaire. Et ce système, il est en perpétuelle reconfiguration. Il est capable de se modifier par des apprentissages, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale.
Donc nos enfants 10, au lieu de passer par le petit chemin classique que tout le monde a, avec cette plasticité cérébrale, va passer par un autre petit chemin. Donc avec la rééducation, il va arriver, l'enfant, à un résultat, mais avec, toujours pareil, beaucoup plus de lenteur. Donc le cerveau n'est pas un tout, comme on le voit sur la diapo. Il est composé d'une mosaïque de régions, et si l'une d'entre elles dysfonctionne, on peut avoir alors une difficulté dans une tâche particulière, tout en étant très pertinent dans les autres tâches. Donc c'est très déroutant. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire un calcul alors que je suis très très bon dans ma rédaction ? C'est compliqué de comprendre pour un enfant, un jeune, un adulte, que sur certaines fonctions cognitives, il va être performant et sur d'autres, c'est très très compliqué pour lui. Alors, au niveau du parcours, je pensais qu'on l'avait passé, il y a plusieurs choses, plusieurs paragraphes, d'accord ? Alors, je suis désolée parce que du coup, je l'avais pas celle-là. Oui, non, c'était simplement, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, on a la structure du cerveau, d'accord ? Et on a plusieurs zones dans le cerveau. On va avoir le lobe frontal, on va avoir le lobe pariétal, occipital, le cervelet. Tout ça pour dire que chaque partie du cerveau a une fonction cognitive. Par exemple, le lobe frontal, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais il va prendre tout ce qui est stratégie et motricité. Le cervelet, ça sera plus l'équilibre et la coordination. D'accord ? Donc on va piocher dans tout ça. On va piocher dans ces fonctions cognitives. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction cognitive ? C'est toutes ces fonctions cérébrales qu'on a dans la tête qui se connectent, qui travaillent ensemble et qui traitent l'exécution. Donc quand on a un problème dans une de ces parties, donc ça suit le schéma, on va avoir un problème pour traiter une information. Si on a un problème pour traiter une information, on va avoir un problème au niveau de l'apprentissage scolaire, forcément, puisqu'on détecte en général cela au moment où les enfants rentrent dans l'apprentissage. Et après, ça a des répercussions sur, comme on va le voir tout à l'heure, sur la vie sociale, sur plein de choses. Donc voilà, on a des zones qui sont plus ou moins touchées. C'est une ou deux fonctions cognitives spécifiques qui vont ensuite entraîner des troubles dans les apprentissages et qui, après, se répercutent sur la vie. Dans une société, donc, on a besoin de communiquer, on a besoin de lire, on a besoin d'écrire, on a besoin de compter et on a besoin d'être réactif. Ce sont des éléments qui sont compliqués pour la personne 10. Donc elle va avoir des difficultés de compréhension, des difficultés de transcription, des difficultés de rédaction. Elle ne va pas pouvoir forcément orthographier correctement ce qu'elle écrit. Donc tout ça, c'est de la lenteur, c'est de la fatigabilité, tout ça dû par le manque d'automatisation. Les retentissements, eh bien, forcément, un enfant 10, il a besoin de plus de temps. Pourquoi ? Enfin, un enfant, un jeune, un adulte. J'ai toujours tendance à dire enfant, mais tous les porteurs de 10 vont avoir besoin de plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours mobilisés à rechercher des stratégies pour contourner leurs difficultés. Ils doivent se contrôler en permanence. De ce fait, ils font plus d'efforts. Ils ont tendance à se fatiguer plus vite. En outre, leur tension mentale s'accroît fortement quand ils sont en situation de double tâche, de stress. Ils demandent plus d'attention. Ils sont privés des automatismes, on l'a vu tout à l'heure, d'accord ? Donc ils trouvent des difficultés dans les situations d'urgence. Quand c'est quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Ils ont besoin toujours d'un laps de temps pour faire les choses. C'est ce que disait Juliette, encore adulte. Elle a besoin de temps. Et il faut plus de compréhension. Pourquoi ? Parce que quand on a plus de compréhension, quand on a de la bienveillance, on gère mieux et on se sent mieux. Donc ça peut être, les troubles 10, vous l'aurez deviné, soit un cercle vicieux, soit un cercle heureux. Le cercle vicieux, on revient dessus. Lorsqu'on fait là vous avez le cas de 2 copies. C'est la même personne, je crois qu'elle était en première S, qui a d'abord fait un devoir sur une matière qui n'était absolument pas aménagée. Donc il y a eu beaucoup de stress, il y a eu mauvaise écriture, pas possible de gérer ce qu'il en était et de faire en sorte que l'examen se passe correctement. Vous le verrez, l'écriture est très vilaine, il y a plein de fautes, et en plus, elle a des commentaires désobligeants. La deuxième matière, c'était 5 ou 6 jours après, avec une matière où l'enseignant aménageait. Elle lui donnait ses cours à l'amont sur une clé USB, elle avait le temps de travailler cette matière. Elle n'avait pas de stress parce qu'elle savait que l'enseignante était bienveillante. Donc là, vous avez une écriture beaucoup plus fluide et vous avez un résultat nettement meilleur. Donc tout ça pour dire que soit
les troubles 10, c'est un cercle vicieux. Donc vicieux, pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce que certains appellent l'effet domino. Quand j'ai des difficultés au niveau scolaire, dans les apprentissages, j'ai du mal à rentrer après en contact avec mes petits camarades. Je vais avoir du mal à avoir une bonne estime de moi. Je vais me sentir mauvaise ou mauvais. Ça va se répercuter dans tout mon parcours, dans la vie avec mes amis, dans la vie de tous les jours. Je ne vais plus oser prendre la parole. C'est vraiment le cercle vicieux, cet effet domino où tout va mal et forcément on arrive parfois à des problèmes psychologiques. Donc ce qu'on souhaite, nous, plutôt, c'est quand même le cercle heureux, sachant qu'on peut tous y arriver et que vraiment ça dépend de nous tous. Donc le cercle heureux, c'est d'abord avoir un sentiment de compétence. Pour avoir ce sentiment de compétence, il faut qu'on ait un parcours de scolarisation réussi. Donc il faut qu'on mette en place des aménagements, il faut qu'il y ait des gens bienveillants autour de nous, qu'on ait après envie d'apprendre. Quand on a appris tout ça, on rentre d'autant plus facilement dans les apprentissages et surtout on est curieux, on a envie de comprendre tout ce qui se passe. Ensuite, on se construit correctement parce qu'enfin on a une bonne estime de soi, donc on est content de ce que l'on est. Et puis forcément, ça nous aide plus tard dans la vie de tous les jours à communiquer, à rentrer dans une vie professionnelle et à être au mieux de soi. Donc le cercle vicieux, le cercle heureux, c'est vraiment deux choses auxquelles on tient parce que nous avons tous un impact sur le développement et le fonctionnement du cerveau des autres. Même si vous n'avez pas l'impression, mais le fait, par exemple, de parler à quelqu'un qui est un peu différent, le fait de lui montrer de la bienveillance, vous allez le mettre à l'aise et vous allez l'aider. Donc le peu de choses que l'on fait, il faut le faire parce que c'est important pour eux. Donc c'est vraiment l'histoire de tous et on a tous, vraiment tous, un rôle à jouer. Merci. Wow.